Bonjour les amis, comme promis, donc on se retrouve encore pour la troisième vidéo. Celle-ci concerne les génériques en C#. On va essayer, si on a le temps, d'aborder un peu les boucles rapidement. Donc, alors concernant les génériques, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est juste un type comme une classe, comme tous les types, c'est un type classe. La seule différence, c'est il a une syntaxe un peu différente. Il permet en gros d'encapsuler un autre type à l'intérieur. On verra ça tout à l'heure dans la démo. Alors, il sert principalement à factoriser le code, c'est-à-dire que on ne va pas répéter 1000 fois une fonction grâce au générique. Si j'ai une fonction A plus B et que je dois répéter cette fonction 1000 fois, grâce au générique, je vais le faire une seule fois. What else, il participe aussi à rendre le code plus modulable. Un code modulable, pour rappel, c'est juste un code qui est séparé en modules. Et puis on va aborder les principales collections du framework .NET, comme les listes, les dictionnaires, les array lists, les concurrents, dictionnaires. Concrètement, une liste, comme son nom l'indique, c'est juste une liste d'objets. Et puis les dictionnaires, c'est à peu près comme les listes, sauf que comme un dictionnaire, chaque élément, en fait, il a deux caractéristiques, une clé et une valeur. C'est ça le dictionnaire. Je vais voir tout à l'heure, je vais vous montrer ça pendant la démo. Les dictionnaires concurrents, c'est comme les dictionnaires, juste que ils sont bien gérés quand on a qu'on a une concurrence. Alors pour information, qu'est-ce que la concurrence? Il faut savoir qu'avec les nouveaux processeurs aujourd'hui, on a des processeurs avec des milliers de threads en même temps. Donc un dictionnaire concurrent, il permet de gérer l'accès de plusieurs threads en lui-même. C'est-à-dire si j'ai un thread 1 qui ajoute ou qui supprime, qui manipule les données du dictionnaire, et un thread 2 qui arrive en même temps, le dictionnaire concurrent, il sait gérer ça. Contrairement au dictionnaire tout simple qui gère que un seul thread. Bon, allez, c'est parti pour la démo. Donc, comme d'hab, mon petit Visual Studio. Bon, je retrouve du coup nos projets, le premier cours, le deuxième cours. On va créer un nouveau projet, le troisième cours du coup. Nouveau projet. Mince, qu'est-ce que j'ai foutu? Faire ajouter projet, nouveau projet. Hein. Donc on reste toujours sur du .NET Framework, un projet de type, cette fois-ci de type DLL. Voilà. On va rester sur la console, c'est plus simple pour vous. Et là, bim bim, je crois que tout va bien. Suivant, et ça sera générique. Très bien, .NET 4.5.2. Super. Donc là, qu'est-ce que là, je vais vous montrer la syntaxe d'un type générique. Donc c'est, comme je vous ai dit, c'est une classe. Donc je vais l'appeler générique. Voilà la syntaxe. Il faut mettre deux crochets comme ça. Et puis mettre le nom du générique. Généralement c'est toujours T. Si on en a plusieurs, on met T1, virgule, T2. Donc les T là, c'est des objets qui sont génériques. On ne les connaît pas tout de suite. Donc là, par exemple, T. Et voilà. Boum. On a notre classe générique. Donc là, qu'est-ce que je peux essayer d'imaginer?
Donc là, on va essayer d'imaginer un petit truc. On va créer deux petites classes. Yes. Donc la classe A. Donc là, on va imaginer une méthode qui affiche quelque chose. Afficher. Console. Un log. Write line comme je. Tac. Je regarde juste si je suis en train d'enregistrer. Ah oui. Ok, donc bim. Write line. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire le type de T égale plus type of this. Je sais pas si ça va marcher. Non. Type of A. Voilà. Quoique, tac, je vais faire autrement. Hop. Cette méthode, on va dire cette méthode, elle est générique. Type of T, puisque on ne sait pas encore ce que c'est. On va encore appeler classe B. Voilà. Pour l'instant, on laisse comme ça. Donc là, je vais créer un nouveau générique. Donc générique A. Donc ça c'est l'objet A égale à new générique A. Je crée un générique B. Mince B égale à new générique B. Donc voilà comment on fait l'extension. Donc T, ça veut dire le. Voilà comment on encapsule. Donc, générique et entre crochets l'autre objet pour encapsuler. Donc là, si j'affiche A point affiché et B point, on va voir ce que ça va donner. Hop. Là, je vais mettre des points d'arrêt. Pour info, les points d'arrêt, c'est comme c'est le pas à pas, c'est le debug en pas à pas. Donc, soit je mets ma souris ici et je clique, ou bien je mets ma souris là et je fais le curseur plutôt et je fais un fenêtre. Donc je suis. Donc là, je le mets en projet démarrage et c'est parti. On va voir ce que ça va donner. Normalement ça va pas planter. Donc là on a un nouveau A, on a un nouveau B. Donc, si je fais afficher, j'aurai donc le type de T, c'est un générique .A. Et le type de B, ce sera un générique .B. Alors, je peux simplifier pour vous l'affichage. Donc vous voyez avec une seule méthode, j'ai pu afficher deux messages différents selon le type de l'objet. Donc on peut imaginer plusieurs scénarios avec ça. Du moment on peut faire bon, je parlerai peut-être plus tard, un switch case du type pour voir ce qu'il faut faire avec la méthode afficher. Donc là on peut imaginer afficher par exemple, on peut afficher sur la console, on peut écrire un fichier, on peut envoyer un message sur le web, on peut faire plusieurs choses. Tout dépend de T. Donc là, si je fais par exemple if t égale à A, je fais ça, if t patata.
Donc là, au lieu de faire type off, je vais juste prendre juste le name. Comme ça, normalement, mais dans mon petit programme ici, blablabla, je vais arrêter la console sinon. Point read. Donc read case c'est pour arrêter la console. Sinon elle va disparaître. Le programme, parce que le programme il termine. Et là je lui demande d'arrêter d'attendre une entrée utilisateur. Donc voilà, donc le type de T c'est A et le type de T, le deuxième message c'est B. Donc voilà en gros les génériques. Donc aussi, on peut aussi déclarer une méthode générique qui dépend de T. Void, je sais pas, j'ai créé, je l'appelle comme ça. Ce sera une méthode qui dépend aussi de T. Voilà. Alors, voilà. Donc en gros, je peux aussi faire ça en fait. Je peux avoir une classe normale, mais avec une méthode générique dedans. Sans, voilà. Voilà. Ok. Après, on peut aussi ce qu'on appelle... comment on appelle ça en français? Ajouter... mince alors. Je vais vous dire après. En fait, c'est comme une condition T, par exemple, je vais dire T c'est une classe. Je peux dire plein de choses. En fait, c'est des... Comment on appelait ça? Merde alors. C'est comme des conditions pour T. Là, par exemple, si je choisis implémente B, par exemple, là, normalement, j'aurai... Alors là, voilà. Donc, si j'ai pas une classe qui implémente B, là, B, c'est la même classe, du coup, il n'y a pas de problème. Mais la A, il y a un petit problème parce que le T ne correspond pas. La A, en fait, elle n'implémente pas la B. Sauf si je fais ça, là, normalement, ça va disparaître. Voilà. Donc là, rapidement, du coup, j'espère que... Je crois que j'ai fait le tour et c'est très clair sur les génériques. Après, donc on a les génériques, on va dire, du .NET Framework, qui sont les collections. Donc, je vais parler des dictionnaires et des listes. On va commencer par les listes. Donc, je fais juste la syntaxe, voilà, donc c'est comme tout à l'heure, liste avec un objet. Par exemple, liste de A. Liste de A. Donc c'est une liste d'objets A. C'est une liste de classes de A. Il faut savoir que les listes, toutes les collections, en fait, tous les génériques de type collection implémentent forcément l'interface iCollection, qui est elle aussi générique. Donc cette interface, alors pour information, l'interface c'est comme la classe abstraite. D'ailleurs on l'appelle un contrat. En fait, voilà comment elle définit juste des propriétés et des champs. Donc toutes les classes qui vont hériter de l'interface doivent implémenter la méthode add, clear, contains, copy, etc. Donc là, si je reviens sur ma liste, je vais retrouver ces méthodes là obligatoirement, parce que comme je disais, une interface c'est un contrat. Donc j'ai la méthode add qui appartient à l'interface collection. Donc là, elle permet juste d'ajouter un élément A. Par exemple, je peux dire new A. Bon là, vous pouvez imaginer un A comme un étudiant par exemple, ou un objet quelconque. J'ai quoi? J'ai le compte pour dire combien d'éléments dans ma liste, le clear pour vider la liste, le add range pour ajouter encore une autre liste de type A, et for each juste pour elle sert en fait à parcourir la liste. Voilà. Après on a des
ça, je vais revenir plus tard sur les agrégations et tout ça. Ce ne sera pas dans ce cours-là. Ce sera dans un autre cours. Sur les dictionnaires, donc là, les dictionnaires, mais c'est comme ça que ça, la syntaxe, dictionary de, donc je vous disais, il y a toujours une clé. Donc là, je mets là, par exemple, la clé entier, un type entier, et mon objet. Donc là, c'est un dictionnaire égal un new. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Les dictionnaires, juste la différence entre le dictionnaire et la liste, donc vous voyez, c'est comme une liste, sauf que chaque élément est identifié par un A, par un entier. On peut imaginer ici, par exemple, public, par exemple, ID. Int ID. Donc là, je peux imaginer un étudiant, public nom. À chaque fois, j'oublie les types. Non, blablabla. Et unique. Prénom. Donc là, par exemple, imaginons que ça, l'objet A correspond à des étudiants, par exemple, dans la base de données. Donc quand je vais les récupérer, je vais associer l'ID. L'ID, je vais le mettre comme clé. Comment je vais faire ça? Donc, je vais définir par exemple un nouveau A. A égale à new A. Égale à new A. Donc, AA.id égale à 1. Et AA.nom égale à 1. On s'en fout, hein. AA.prénom égale. Voilà. Donc là, comment je vais l'ajouter? Je vais faire ça key value. Alors, je vais le nommer comme. Je vais dire que c'est un dictionnaire. Comme ça, ça va être clair à comprendre. Donc là, j'ai toujours la méthode dont je vous disais, le add, alors clear, je crois pas que si, elle est là. Add, donc j'ajoute quoi? J'ajoute donc un nouvel entier. Ça sera quoi? Ça sera AA.id et AA. C'est tout. Donc là, c'est quoi la différence entre ça et... Imaginons qu'on a des millions d'étudiants. Donc franchement, si tu veux chercher un étudiant, c'est très compliqué. Donc on va utiliser l'ID. Et si je veux, par exemple, l'étudiant 1, après on peut utiliser aussi le nom, hein, ici comme clé. Hein. Je peux utiliser le... Je vais le faire tout à l'heure. Ou là, je vais le faire tout de suite. Allez. Donc là, je vais changer de méthode. Je vais l'appeler... Là, je vais... C'est comme une clé primaire, en fait. Donc là, dictionnaire 2. New, voilà. String. Donc là, quand je rajoute, en fait, donc les identifiants, ce sera plus l'ID, mais ce sera le nom. Le nom de... Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, c'est normal. Donc voilà, ce sera le nom. Si je veux retrouver le nom, par exemple, si je veux me retrouver, je vais faire ça. D'accord. Et là, j'aurai... donc là, je vais l'appeler var trouver. Donc c'est dictionnaire 2. Donc là, qu'est-ce qu'il va me renvoyer mon var? Il va renvoyer... alors, pourquoi ça? Voilà, il va renvoyer un élément de type A. Un objet de type A. Voilà, voilà en gros
les dictionnaires. Bon, après les concurrents, on va pas rentrer trop dans le détail des concurrents. La syntaxe c'est à peu près concurrente. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il faut une bibliothèque. Dans Visual Studio, vous avez cette petite ampoule là qui peut vous aider en fait. Donc là, il me dit il faut utiliser ça, using system concurrente. Donc, mince, c'est pas comme ça. Donc il faut définir la clé et l'objet. Conc égale new. Donc là, la seule différence, boum. Là, imaginons vous avez plusieurs threads qui tournent en même temps, plusieurs process qui manipulent ce dictionnaire-là. Donc, il ne faut jamais utiliser le dictionnaire d'avant parce que lui, il ne gère pas les concurrents. Donc là, on fait toujours getter-head. C'est pas add directement, mais c'est getter-head. Il y a aussi la méthode try to get, try add, etc. Donc lui, il gère vraiment les objets. Il faut savoir que les dictionnaires, si on peut pas avoir deux clés en même temps sur un dictionnaire. C'est-à-dire là, ma cour, il peut être répété une seule fois dans le dictionnaire. Pas comme les lycéistes, on peut mettre ce qu'on veut, mais les dictionnaires, non. La clé, elle est toujours unique. Voilà en gros les grosses différences. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne un rendez-vous pour le prochain cours. Je crois qu'on va parler des délégués. Et puis, ouais, ça va être intéressant. Bon, allez, merci à vous. Et à plus, si vous avez des commentaires, toujours, n'hésitez pas à me demander si vous voulez visionner des choses, apprendre des trucs, voilà, des questions, voilà, n'hésitez pas. Bon, merci à vous, à plus.